Il y a quelques jours, le 16 mai dernier, des centaines de jeunes Africains étaient réunis à l'événement Rise Africa, organisé par le youtubeur entrepreneur Philippe Simo. Sur scène, des success stories inspirantes des entrepreneurs qui ont réussi, des chiffres qui donnent le vertige, des histoires qui font rêver, dans la salle des applaudissements, de l'émotion, de la fierté, la jeunesse africaine debout. Mais voilà la question que personne ne se pose vraiment. Et après, quand le jeune rentre chez lui ce soir, là, dans son quartier, dans sa ville, avec ses $50 en poche ou moins, qu'est-ce qu'il fait concrètement de toute cette inspiration? C'est exactement cette tension entre le rêve vendu et la réalité vécue que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Pas pour critiquer le travail remarquable de Philippe Simo, qui fait réellement bouger les lignes pour la visibilité des entrepreneurs africains, mais pour aller à un niveau plus profond. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Deo Gracias et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de conseils. Alors, si vous vous sentez curieux, rejoignez notre communauté qui s'agrandit au jour le jour et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous. Parce que cette question, comment transformer une jeunesse nombreuse, ambitieuse et connectée en véritable moteur de développement économique durable, elle ne peut pas être résolue par un simple discours ni par une conférence d'une journée. Elle exige un travail long, collectif et structuré entre formation, économie et ouverture internationale. Soyons honnêtes, Rise Africa c'est magnifique et Philippe Simo a raison de la faire. L'Afrique a besoin de modèles. Elle a besoin de voir que ces Africains réussissent, que Strive Masiwaya, né au Zimbabwe, a construit et connaît Wireless alors que son gouvernement lui refusait une licence et qu'il a quand même gagné. Que Ngozi Okonjo-Iweala, économiste nigériane formée à Harvard et au MIT, est devenue directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Que Mo Ibrahim, ingénieur soudanais, a fondé Celtel, vendu son entreprise pour des milliards et consacre aujourd'hui sa fortune à la gouvernance africaine. Ces histoires ont une valeur inestimable, elles prouvent que c'est possible, elles brisent le plafond mental que trop de jeunes Africains portent sans le savoir. Et pourtant, quand tu regardes les commentaires sous les vidéos de ce type d'événement, y compris sous celle de Philippe Simo, tu tombes sur quelque chose de révélateur. Ces gens ont réussi dans des contextes qu'on n'a pas. Facile de parler quand on fait ses débuts à Paris ou à New York. Moi, je n'ai pas de financement, pas de réseau, pas de stabilité politique, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que ces jeunes ont tort? Non. Est-ce qu'ils ont entièrement raison? Non plus. Mais leur frustration, elle est absolument réelle. Et c'est elle que nous devons prendre au sérieux. L'inspiration sans contextualisation peut devenir une source de frustration. Montrer des success stories, c'est nécessaire. Mais expliquer les conditions structurelles qui les ont rendues possibles et ce qu'il faut mettre en place pour que d'autres jeunes puissent les reproduire, c'est indispensable. Maintenant, parlons franchement de ce que vivent ces jeunes au quotidien parce que les obstacles ne sont pas dans leur tête. Ils sont réels, documentés et systémiques. Premier mur, la précarité économique. En Afrique subsaharienne, plus de 40% des jeunes vivent avec moins de $3,65 par jour. Même les jeunes diplômés, il y en a de plus en plus qui se retrouvent dans des situations précaires. Comment veux-tu qu'un jeune qui vit à Lomé, à Bamako ou à Douala prenne un risque entrepreneurial quand il doit d'abord assurer le repas du soir, payer le loyer et parfois subvenir aux besoins de sa famille? L'entrepreneuriat demande une certaine sécurité de base pour oser. Cette sécurité, beaucoup n'y ont pas accès. Deuxième mur, l'accès au financement. Un jeune entrepreneur africain qui se présente à une banque pour financer son projet, voilà ce qu'on lui demande. Un historique de crédit qu'il n'a pas, des garanties immobilières qu'il ne possède pas, un business plan au format occidental qu'on ne lui a jamais appris à faire. Les taux d'intérêt dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest oscillent entre 12 et 25%. Comparez cela à un entrepreneur européen qui emprunte à 3 ou 4%. Le terrain n'est pas simplement inégal, il est structurellement défavorable. Troisième mur, l'absence de réseau relationnel. On entend toujours le réseau, c'est le capital, c'est vrai. Mais construire un réseau dans un contexte où les opportunités se distribuent par cooptation, par appartenance familiale ou par affinité politique, c'est une compétition que le mérite seul ne permet pas de gagner. Le jeune brillant de province, premier de sa classe, sans appui, sans mentor, sans connexion, il arrive souvent à la même case de départ que celui qui n'a rien fait. C'est une réalité profondément démotivante. Quatrième et dernier mur, l'instabilité politique et institutionnelle. Plusieurs pays africains reçoivent entre 20 et 30% de leur budget de fonctionnement via l'aide extérieure. Ça veut dire que la politique publique est parfois plus alignée sur les priorités des bailleurs que sur les besoins des citoyens. Et quand s'y ajoutent des systèmes de gouvernance où des dirigeants âgés déconnectés des aspirations de la jeunesse s'accrochent au pouvoir, où les ressources collectives servent des intérêts privés, l'horizon pour le jeune entrepreneur devient une ligne qui recule à chaque pas. Je ne dis pas tout ça pour vous décourager, non. Je le dis parce qu'il faut nommer les obstacles pour espérer les surmonter. Et je le dis avec ce constat important. Les jeunes qui expriment cette frustration dans les commentaires ne sont pas fainéants. Ils ne manquent pas d'ambition. Ils manquent d'un écosystème et l'écosystème, ce n'est pas un individu qui peut le construire seul. C'est une responsabilité collective, gouvernement, secteur privé, société civile, diaspora et institutions éducatives.
Voilà un débat qui divise profondément la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux. Et Rise Africa l'a à sa manière ravivé. D'un côté, il y a ceux qui disent il faut partir en Occident, acquérir des compétences, construire un réseau international, accumuler du capital pour revenir plus fort dans son pays natal. Et objectivement, il y a des exemples qui soutiennent cette thèse. Amsatou South Sidibé, juriste sénégalaise, a enrichi son expertise à l'international avant de revenir contribuer massivement au développement de son pays. Des centaines de cadres et entrepreneurs de la diaspora africaine ont suivi ce même chemin et ont eu un impact réel. La diaspora africaine envoie chaque année plus de 100 milliards de dollars vers le continent, soit bien plus que l'aide au développement. C'est une force économique considérable. De l'autre côté, il y a ceux qui répondent partir en Occident pour revenir. Combien reviennent-ils vraiment? Et ceux qui reviennent-ils dans les mêmes conditions de précarité qu'avant ou avec un vrai écosystème qui les accueille? Et là aussi, la question est légitime. La fuite des cerveaux, le brain drain, est un phénomène documenté qui prive les pays africains de leurs meilleurs talents au moment précis où ils en ont le plus besoin. Le Ghana a plus de médecins formés vivants au Royaume-Uni qu'au Ghana. Le Togo, comme beaucoup de pays sahéliens, voit partir chaque année des centaines de jeunes diplômés sans que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent. Alors, quelle est la bonne question? Partir ou rester? Je vais vous dire ce que je pense en tant qu'économiste planificateur des systèmes éducatifs. La question de tout à l'heure n'est pas la bonne. La vraie question, c'est quelles conditions structurelles faut-il créer sur le continent pour que le choix rester soit réellement viable et désirable? Et là, on touche au cœur du problème parce que le jeune qui part n'est pas un traître à son pays, c'est un être rationnel qui fait un choix rationnel dans un environnement qui lui offre peu d'alternatives crédibles. La solution, ce n'est pas de lui faire la morale, c'est de transformer son environnement. Certains partiront et ne reviendront pas, c'est une réalité. D'autres partiront et reviendront transformés, c'est une ressource. D'autres encore resteront et construiront sur place, c'est une force. L'Afrique a besoin des trois profils. Ce qu'il faut construire, c'est un écosystème qui valorise et capitalise sur chacun d'eux. Nous voilà au cœur de ce que je voulais vraiment dire à travers cette vidéo. La conférence Rise Africa du 16 mai dernier était très belle, inspirante, nécessaire. Mais Philippe Simon lui-même sait, et j'en suis convaincu, que l'inspiration seule ne suffit pas. L'Afrique a besoin de stratégies, d'institutions, de systèmes. Et surtout d'un investissement massif, structurel et cohérent dans la formation de la jeunesse. Permettez-moi d'être direct. L'Afrique ne sera pas développée par des conférences. Elle ne sera pas développée par des discours, aussi brillants soient-ils. Elle sera développée par des femmes, des hommes formés, compétents, équipés, organisés, capables de construire des routes, de réparer des machines, de coder des logiciels, de soigner des patients, de cultiver de manière durable, de gérer des finances publiques avec intégrité. Et c'est là que je veux insister sur un angle que peu d'événements de type Rise Africa abordent vraiment. La formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, sur le continent, nous faisons face à un paradoxe douloureux. D'un côté, des millions de jeunes diplômés de l'université, souvent formés dans des filières littéraires ou générales, qui peinent à trouver un emploi. Et de l'autre côté, des milliers de postes non pourvus dans des secteurs techniques clés comme les BTP et l'énergie. Maintenance industrielle, agriculture moderne, numérique, santé, faute de techniciens qualifiés. Et pour combler ce déficit, nous faisons encore appel à des experts étrangers. Nous importons des compétences que nous aurions pu, ou plutôt que nous aurions dû former nous-mêmes. Et c'est une hémorragie de ressources. C'est une dépendance structurelle qui freine notre souveraineté économique. Et c'est profondément réparable. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer. Le Rwanda, en moins de 2 décennies, ce pays a radicalement structuré son système éducatif pour mettre l'accent sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les fameux STEM. Résultat, un écosystème numérique en plein essor. Kigali aujourd'hui est reconnu comme hub technologique africain et une jeunesse dont les compétences correspondent aux besoins réels de l'économie. Le Maroc, il a compris depuis longtemps que la formation professionnelle est un levier stratégique de développement. Le FPPT, l'Office de la formation professionnelle de la promotion du travail, est devenu un modèle sur le continent avec plus de 400 établissements et plus de 350 000 stagiaires par an. Le Maroc n'importe plus massivement des techniciens, il les exporte. Et l'Éthiopie, il a massivement investi dans les centres technologiques formant des génies civils, des profils industriels et ces jeunes-là construisent littéralement le pays. Des industries, des centres textiles qui emploient des millions de jeunes. Et même en dehors du continent, l'Allemagne, dont le miracle économique est en grande partie fondé sur son système dual de formation professionnelle, l'apprentissage en alternance qui produit des techniciens d'excellence reconnus dans le monde entier. Qu'est-ce que ces exemples ont en commun? Un État qui a décidé que la formation n'est pas une dépense, mais un investissement stratégique. Un secteur privé impliqué dans la définition des besoins et dans le financement de la formation. Une culture sociale qui valorise le technicien, l'artisan qualifié, l'ingénieur de terrain, au même titre que le médecin ou l'avocat. Voyez-vous aujourd'hui dans nos sociétés, les gens qui sont starifiés, c'est beaucoup plus ceux qui produisent du divertissement, qui montent les nudes, qui font des milieux de vue et plus de
d'audience. Les jeunes sont aujourd'hui dans la distraction permanente sans réelle valeur ajoutée. Honnêtement, les footballeurs drainent plus de regards et d'audience. Mais vous êtes convaincus avec moi qu'un médecin, un ingénieur ou un architecte a plus à offrir à la société en termes de développement qu'une star de football. Cette vidéo fera à peine 500 vues, pendant que les posts versés dans la distraction et les nudes en feront des milliers malheureux. Le chantier prioritaire pour l'Afrique, c'est de réorienter massivement les flux d'étudiants vers les filières de formation technique et professionnelle. Former des mécaniciens, des électriciens, des ingénieurs agricoles, des techniciens en énergie renouvelable, des développeurs, des infirmiers spécialisés, des soudeurs industriels, des logisticiens. Ce sont eux qui construiront l'Afrique de demain, concrètement, physiquement et durablement. Et voilà ce que j'aurais aimé entendre à Rise Africa, pas seulement voilà un jeune qui a créé une start-up avec 5 ans, avec $1000, mais aussi voilà comment nos pays doivent structurer leur système éducatif pour que la prochaine génération arrive sur le marché du travail avec des compétences en adéquation avec les besoins réels de nos économies. Pas seulement quoi en toi, mais aussi voilà les politiques publiques concrètes que nous exigeons de nos gouvernants pour que notre environnement nous permette de nous épanouir. Parce que la question n'est pas de savoir si les jeunes Africains sont capables. Ils le sont sans doute. La vraie question, c'est de savoir si nous, dirigeants, éducateurs, entrepreneurs, parents, diaspora, sommes capables de leur construire le terrain sur lequel exercer ce temps. Je voudrais terminer avec les mots mêmes qui m'ont inspiré cette vidéo, tirée d'une analyse que j'ai rédigée au lendemain de Rise Africa. Cette question ne peut pas être résolue par un simple discours ni par une conférence d'une journée. Elle exige un travail long, collectif et structuré entre formation, économie et ouverture internationale. C'est dans cet équilibre que se jouera réellement l'avenir des jeunes Africains. Décomposons ces 3 piliers. D'abord la formation. Former nos jeunes, oui, mais les former pourquoi? Pour le marché réel, pour les besoins concrets de nos économies et en particulier investir massivement dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, les UFTP, qui sont aujourd'hui le parent pauvre de nos systèmes éducatifs et pourtant la clé de notre indépendance économique. En seconde position, nous évoquons l'économie. C'est de créer les conditions pour que l'initiative économique soit possible. Il faut faciliter l'accès au crédit pour les jeunes entreprises, simplifier les procédures administratives, développer des incubateurs, des écosystèmes de soutien à l'entrepreneuriat. Pas des discours sur l'entrepreneuriat, des structures concrètes, des financements réels, des mentors accessibles. Ensuite, l'ouverture internationale. Il faut s'ouvrir au monde, oui, apprendre des meilleures pratiques, nouer des partenariats, valoriser les retours de diaspora. Mais une ouverture maîtrisée qui renforce notre souveraineté plutôt qu'elle ne la diminue. Une ouverture qui nous permet d'exporter nos compétences plutôt que d'en importer un défi. Ce travail ne se fera pas en un jour, il ne se fera pas lors d'une seule conférence. Il se fera dans les salles de classe, dans les ateliers de formation technique, dans les incubateurs, dans les ministères qui auront enfin le courage de mettre la jeunesse au centre de leur politique publique. Et il se fera grâce à vous, ceux qui regardent cette vidéo et qui réfléchissent, qui questionnent, qui refusent de se contenter du spectacle de la réussite des autres. Merci à Philippe Simon et à toute l'équipe Rise Africa pour cet événement d'envergure. Vous avez allumé des flammes. Notre rôle collectif désormais est maintenant, c'est de leur donner le combustible pour qu'elles ne s'éteignent pas. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec un jeune Africain qui en a besoin. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, continuons ce travail ensemble en profondeur sur le long terme. Si vous êtes une structure, une entreprise, une école ou un PME et vous désirez être accompagné dans la planification stratégique, dans le développement des outils pour mieux piloter votre structure, je vous mets cette vidéo-là ici que vous devez suivre sur le tableau de bord professionnel et si vous voulez vous faire accompagner, contactez-nous pour un suivi. Ciao, ciao et à bientôt.